On a la chance d'avoir avec nous Géraldine Landry qui est à l'origine de cette merveilleuse réalisation. Elle va pouvoir aussi nous donner son témoignage, la vision de la réalisation, puis après on aura des échanges assez larges avec vous autour des questions que vous souhaitez poser, autour de notre sujet d'hygiène des mains. La première fois... Oui, mais un film, ça marche pas sans une bonne histoire quand même. La première fois que nous avons montré ce film, c'était à Genève, à l'occasion du Festival international du film sur les droits humains. Alors je ne vous cache pas que les autres films qui étaient diffusés abordaient des sujets assez durs sur la condition des hommes et des femmes partout dans le monde. Et lorsqu'on a diffusé ce film, dans une conversation comme ça qui a suivi, beaucoup de gens nous ont dit « ça nous a fait du bien de voir quelque chose de positif, de voir qu'on pouvait faire bouger les lignes et faire avancer les choses. » Et qu'il y avait encore cette place-là aujourd'hui. Alors ça, c'est la première chose qui nous a donné envie de faire ce film, montrer effectivement qu'on pouvait encore déplacer des montagnes. Et puis dans le même temps, c'est vrai que ce qui a motivé ce documentaire au départ, c'était aussi d'en faire un outil pour le professeur Vité et puis pour vous tous ici, pour pouvoir montrer l'importance de l'hygiène des mains, l'importance du contrôle des infections et voilà, de rendre toutes ces choses-là accessibles à vous tous. Donc je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est parfaitement réussi, c'est un très bel outil que vous partagez avec nous. Des remarques, des questions, Michel Gabi, dans la famille, vous pouvez réagir au film, poser des questions dans un point de vue. Vous êtes tous d'horizons différents, vous connaissez le sujet tout au fond de la salle. Michel, tu as une première question. Isabelle Selan. Bonjour, merci beaucoup pour ce très très beau documentaire qui est, je pense, vraiment inspirant pour beaucoup de gens et qui est quelque part un remerciement du travail fourni par beaucoup de personnes dans un certain nombre de cette salle. Je voulais juste vous demander, en ce qui concerne le documentaire, est-ce qu'il y a eu une scénarisation de la progression du film, ou est-ce que c'est venu comme ça, en fait, au fur et à mesure des tournages? Alors à l'origine, c'est parti de l'histoire de l'action du professeur Didier Vité, que je connaissais parce que travaillant à Genève, avec les hôpitaux universitaires de Genève, j'avais été sensibilisée à ses actions. Et puis quand on a décidé de faire le documentaire, en gros, le professeur Vité m'a dit « Bon, ben, j'espère que tu as un passeport, et puis tu vas me suivre. » Pendant 1 an et demi, ça a duré. Donc il y a des choses qu'on espérait, qui se sont produites, qu'on avait essayé d'écrire au préalable, et puis il y a beaucoup de choses qui sont venues naturellement, et beaucoup des scènes qui se retrouvent ici, prises sur le vif, sont vraiment des scènes réelles, un petit peu partout dans le monde, et c'était d'ailleurs extrêmement touchant de constater, alors peut-être encore plus dans tous les pays en voie de développement, de constater un tel entrain, une telle énergie, une telle créativité. Parfois, on avait envie qu'en Europe ce soit aussi important. Ouais. Mais oui, c'était extrêmement touchant en fait de se balader partout dans le monde et de retrouver cette même énergie et ce même enthousiasme auprès des équipes soignantes. Et puis voilà, quelque chose qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est que tu le dis dans le documentaire, c'est pour tous les soignants et c'est aussi les infirmiers, les infirmières qui sont sur le devant de la scène. C'était extrêmement touchant. Oui, et puis je crois que Géraldine est trop modeste. Mais en fait, on m'a souvent dit, mais est-ce que c'était difficile de faire un film, etc. Absolument pas. Pour moi, en tout cas, c'était rien du tout. À savoir, j'ai absolument rien changé de ce que je fais d'habitude. La seule chose, c'est que de temps en temps, elle me disait, écoute, là, on va te mettre un petit micro parce que c'est trop dommage, vas-y, mets le petit micro. Et c'était fait, et on continuait le travail comme d'habitude. Et c'est elle qui courait derrière nous. J'allais dire sur le même rythme, parce qu'il faut effectivement suivre partout. Oui. Et donc, on n'a rien fait spécial, il n'y a pas eu de scénarisation à l'avance. Et en fait, le gros travail, c'est Géraldine qui l'a fait. C'est-à-dire qu'elle l'a suivi partout, ou pratiquement partout, pas en Afghanistan certes, mais un peu partout. Et puis parfois elle était seule, parfois vous étiez deux, mais c'était toujours Géraldine. Et donc ça a permis qu'elle comprenne tout
très bien et très vite. Et puis ensuite, de temps en temps, on faisait un petit interview sur place. Et c'est au fond elle qui trouvait les bonnes questions et qui avait remarqué quelque chose. Et moi, j'étais dans ma routine et dans mon travail de tous les jours. Et donc, c'est vrai que c'est très émouvant. Ensuite, ça a été émouvant pour moi de voir le film. Ensuite, une fois qu'elle me l'a montré. Et puis, c'était émouvant aussi pour mon équipe. Parce que certaines personnes de mon équipe qui n'avaient pas voyagé forcément avec nous, certains voyagent avec nous, mais la plupart non, ils ne se rendaient même pas compte finalement parfois de l'impact, de la stratégie, des grands moments, des moments aussi intenses, et voilà. Et je crois que c'était simplement une forme de caméra cachée. On voit un accouchement à un moment donné, on est dans cet hôpital en Indochine, qui est le plus grand hôpital de mère-enfant de toute l'Indochine. Il y a 55 000 naissances par année. Imaginez-vous ce que ça représente, 55 000 naissances par année. Et on rentre dans ces salles d'accouchement, parce qu'il y a beaucoup de salles d'accouchement selon le degré d'avancement de l'accouchement. Les femmes sont dans telle ou telle salle. Et je dis à Géraldine, là tu vas avoir un accouchement. Elle me dit, mais tu crois? Je dis, mais je crois pas. Statistiquement, c'est impossible qu'il y ait pas un accouchement. Et en fait, ça n'a pas manqué. Quelques minutes après, elle me dit, tu crois qu'on peut filmer? Je dis, écoute, demande aux infirmières, demande à la patiente, demande aux gens, mais là-bas, ça va accoucher, c'est sûr. La dilatation complète, ça va. Et au fond, elle est allée demander à la patiente qui a bien sûr dit oui, et puis c'est l'accouchement que vous voyez en direct. Et donc, c'est juste, voilà, il y a beaucoup d'accouchements dans cet hôpital, mais c'est juste ce qui s'est passé. Ce que vous voyez avec les étudiants iraniens à Mashhad, je veux dire, bon, je ne réalisais même pas que la plupart du temps que les images étaient prises. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je crois que vous avez tourné, enfin tu as tourné, vous avez en équipe tourné environ 500 heures et que vous voyez 52 minutes. Là, donc il y a du matériel pour faire d'autres films d'ailleurs, et pour aborder des sujets spécifiques. On parle très peu, on en parle un tout petit peu de la difficulté vis-à-vis de cette fatwa qu'on a dû obtenir du monde musulman, mais là on a un enregistrement de 50 minutes quasiment avec les dignitaires. Il y a cette fabrication d'alcool sur le terrain, là, on a des heures et des heures d'enregistrement aussi. Donc c'est un énorme travail que Géraldine et son équipe ont fait. Je crois que c'est ça qu'il faut surtout retenir. Oui, puis tu exprimais le fait de l'équipe de Genève qui a été aussi touchée de voir ce film. Je pense que moi je suis touchée aussi indirectement par tout ça sur votre action, parce que on ne s'en rend pas compte, enfin, ton équipe souvent, ce que Valérie ou Sylvie ont pu me dire, ah ben c'était pas, on avait oublié qu'on avait fait tout ça. Et effectivement, c'est 20 ans d'une action collective et chacun a mis sa petite et grande pierre à l'édifice, et c'est ça qui est extrêmement intéressant aussi. D'autres réactions, commentaires? Soyez pas timides. Bonjour, voilà, je suis monsieur Millot, je suis cadre formateur à l'IFSI Saint-Louis, de l'hôpital Saint-Louis, à PHP. Donc je suis responsable du module sur l'hygiène, et on travaille avec les équipes opérationnelles d'hygiène de l'hôpital, et on a fait des projections de la SF, Société Française Hospitalière de France, et donc on est très attentif à préparer nos étudiants à rentrer dans le monde de l'hôpital, et on travaille beaucoup sur le non-port d'alliance, le non-port de bijoux, le non-port de... Voilà, enfin, ce que vous avez parlé des ongles auprès des infirmières, et je vous vois vous laver les mains régulièrement dans le film avec l'alliance, et moi ça m'a extrêmement gêné. Donc je m'interroge beaucoup. Alors c'est vrai qu'au début je m'étais dit je vais prendre ce film, il est très intéressant, il coûte pas très cher, je trouve que ça serait un très bel abord pour nos étudiants par rapport à l'hygiène hospitalière. Mais donc je voulais avoir votre avis sur les images de vos mains avec l'alliance qui sont... Alors, c'est tout. Alors, je vous donne très volontiers. Il n'y a pas que les vôtres. Voilà. Non, il n'y a pas que les miennes, et je vous le donne très volontiers. Donc, comme vous le savez, dans les guidelines de l'OMS, l'alliance est tolérée. Pourquoi est-elle tolérée? Parce qu'il n'y a aucune étude scientifique qui démontre qu'avec ou sans alliance, ça fasse une différence sur le taux d'infection. Ça fait des différences dans le laboratoire quand on va chercher sous l'alliance. Et c'est pour ça que dans les guidelines de l'OMS, l'alliance est tolérée. Alors ensuite, quand vous voyagez dans le monde entier, ce qui est important, c'est que dans certains endroits, l'alliance est extrêmement importante.
Et donc, dans ce cas, vous faites en fonction de la stratégie de l'institution. Et c'est pour ça que parfois je garde mon alliance, parfois je l'enlève, parfois je la mets dans ma poche, parfois j'enlève ma montre, et voilà. Donc, c'est le respect des cultures, c'est le respect de l'endroit, et c'est comme ça qu'on a décidé de le faire. Et je crois que c'est important, et c'est ce qu'il faut expliquer aux étudiants. Et on m'a souvent posé la question. Bien sûr que j'aurais pu être beaucoup plus systématique, mais encore une fois, c'est la vie de tous les jours. C'est vraiment la vie de tous les jours dans ces hôpitaux. Alors en France, très bien, tout le monde enlève son alliance, bravo. Tout le monde ne le fait certainement pas. Ceux qui ne l'enlèvent pas, peut-être, peuvent se cacher, entre guillemets, derrière les consignes de l'OMS, qui sont effectivement l'alliance de mariage est tolérée. Les grosses bagues, les gros bijoux, non. Les faux ongles, non. La question plus difficile encore, c'est le vernis à ongles, parce que pour l'instant, on n'a pas d'études définitives qui puissent répondre à la question. Et j'ai même des études très récentes qui ne sont encore pas publiées, qui disent que probablement que le vernis frais n'a aucune importance et ne réduit absolument pas l'efficacité de la frictionne hydroalcoolique. Par contre, un vernis qui date déjà. Ce qui veut dire que je m'en réjouis beaucoup, parce que dans peut-être quelques années, on pourra dire aux infirmières, vous pouvez peut-être avoir du vernis à ongles, mais vous devez le remplacer toutes les semaines. Je pense qu'elles seront toutes contentes. Surtout si c'est un autre problème. Voilà, ça c'est la réponse à votre question. On m'a souvent posé la question, je me suis moi-même posé la question, et j'ai en général toujours respecté ce qui se faisait dans les institutions. Il faut savoir que ça peut avoir une importance énorme en matière de culture et de respect, voire même de certaines religions. Merci Didier, ton fameux adapte-toi d'homme. Exactement. Oui. Monsieur deux micros, Michel, c'est bon. Un petit clin d'œil pour vous aider dans la stratégie par rapport au vernis. Il y a un avis de l'ANSES qui vient d'être rendu, je crois que c'est aujourd'hui, sur les soins manucurés et les vernis et les cosmétiques. Et effectivement, il y a des problèmes énormes de produits chimiques. Donc, avec l'avis de l'ANSES, c'est un argument de plus pour ne pas utiliser le vernis. Mais après, je ne veux pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a encore des qualités de vernis, enfin bref. Et les études sont seulement à leurs premières étapes. Il y avait une autre question. Ouais. Michel, si on peut donner un micro au milieu sur la quatrième rang. Arrivez tranquillement. Lancer le micro, c'est un sport difficile. Patricia de Buny, alors je suis formateur aussi, et je m'intéresse un peu à l'hygiène, j'étais hygiéniste aussi il y a quelques années. J'avais une question récemment, enfin ça fait déjà 2 ans, j'ai un groupe d'étudiants auquel on faisait donc l'enseignement, et puis la boîte, vous savez, la fameuse boîte à coucou, là, qui marche bien aussi, qui est assez spectaculaire pour voir si la friction est efficace. Et une étudiante m'a dit, je ne connaissais pas trop ce groupe-là, une étudiante me dit, ah non, moi je ne veux pas je veux pas me mettre ce produit-là sur mes mains. Alors je dis, ah bon, mais vous avez des raisons particulières, c'était quand même des 3e années. Hein. Elle me dit, oui, ça rend stérile. Alors après, j'ai essayé de comprendre un peu, c'est un faux intox, j'espère que c'est un intox, que ça contiendrait, nous on a du stérilium, la plupart du temps à la baie, ça contiendrait des modificateurs endocriniens. Alors je voudrais que vous nous parliez de ça quand même. Oui, alors bon, tout d'abord vous dire que la plupart des produits, on parle essentiellement de bisphénol, n'en contiennent pas du tout. Donc ça règle déjà le problème. Pour 99% des produits, probablement. Deuxièmement, c'est un phénomène qui est vraiment franco-français. Malheureusement pour vous, mais c'est vraiment un problème qui n'en est pas un dans la plupart des pays du monde, même si la France est un pays important. C'est vraiment un problème franco-français. Et alors, il y a eu malheureusement une mauvaise utilisation de l'information, une très mauvaise compréhension de l'article original qui n'avait rien à voir avec les solutions hydroalcooliques, d'abord, et une mauvaise interprétation. Puis je crois un journaliste français, dont j'ai oublié le nom, qui est médecin et journaliste, mais surtout journaliste, qui a prononcé ça un jour.
Il a aussi lancé ça sur Twitter. J'ai tout de suite répondu sur Twitter. Il s'est même excusé auprès de moi le lendemain. Mais évidemment, le mal était en partie fait. Et je crois savoir que certains d'entre vous sont amenés à répondre à toute une série de questions. Alors, bien sûr que c'est intox, c'est totalement faux. Il n'y a aucune évidence scientifique. Il faudrait probablement regarder tous les produits qui sont utilisés, mais tous les produits, tout ce que vous utilisez. Quand vous touchez une photocopie, il y a des pots de bisphénol, donc ça veut dire qu'il faudra arrêter de faire des photocopies. Ça pose toute une série de problèmes qui n'ont jamais été posés, puis peut-être qu'on est parti sur les solutions alcooliques, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, c'est populaire, et puis on en parle à la radio, à la télévision, puis voilà, on colporte le message. Malheureusement, il faut stopper ce message, parce que c'est totalement faux, c'est même pas basé sur des études qui sont bien conduites, et elles sont même pas conduites sur des produits de solutions hydroalcooliques, et donc ça pose de vrais problèmes de finalement parer à cette intoxication, parce que c'est une intoxication. Je vous dis, c'est vraiment franco-français. Il y a beaucoup de pays dans le monde où on utilise encore beaucoup plus de solutions hydroalcooliques, et il n'y a aucune discussion par rapport à ça. Il y a eu une pseudo-discussion même au niveau de l'Europe qui s'est arrêtée d'emblée. Et donc, voilà, en tout cas, pour moi, ça n'est pas un problème, mais je conçois que ça puisse en être un pour vous, bien entendu. Merci Didier, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a ces attaques franco-françaises, bien dire, à partir de l'américaine, c'est comme un paradoxe. Ouais. On répond toujours, on met des éléments de réponse et des arguments sur le site internet pour les trouver, mais on voit que notre témoignage est important, ça diffuse vite dans les professionnels et même chez les plus jeunes, donc c'est inquiétant. Évidemment, ici il y a beaucoup d'industriels, on travaille avec eux, on réfléchit aussi pour optimiser les produits, diminuer les risques. On a en Europe, on a des législations biocides qui est assez protectrice, plus justement contre tous ces risques, mais je crois qu'il faut que ce message, on le porte, on continue à le porter fortement. C'est d'avoir Didier ici avec nous, c'est vrai que c'est important pour avoir une vision plus large, pour se montrer que c'est quand même un problème franco-français. Donc s'il n'y a que nous que ça préoccupe, ça veut dire que c'est quand même pas un vrai problème. D'autres questions? On a une question tout au fond à gauche. On vous fait courir. Merci, bonsoir. Moi je suis Stéphane Ferrari, je fais partie des industriels qui sont rassemblés. Je travaille dans les surfaces biocides. Vous aviez eu d'ailleurs, Jean-Pierre, vous m'accueillir il y a 3 ans de ça au World Innovation Days à Genève où j'ai pu faire un exposé rapide. Mais ma question elle porte surtout sur, on vient de voir la question qui vient d'être posée, il y a dans toute, même une idée aussi brillante et aussi universelle que la solution hydroalcoolique, une part de science dont vous avez clairement parlé, et puis cette part de communication qui est incessante, et le film en fait partie. Je voulais savoir, justement, dans le succès qui est en route, parce que j'imagine que vous ne considérez pas avoir atteint votre but ultime, quelle est la part, justement, entre la science et la communication? Alors bon, c'est une excellente question. Je pense qu'il y a eu beaucoup de science au départ, parce qu'il en fallait. Il en fallait pour convaincre toutes sortes de personnes, que ce soit mes collègues médecins, qui restent parfois difficiles à convaincre, on est tous bien d'accord, que, évidemment, d'aider à convaincre les personnes qui sont des soignants, qui utilisent ces produits tous les jours, et puis aussi d'autres acteurs du domaine des soins. Ensuite, il y a eu cette stratégie qui est multimodale, donc il a fallu comprendre pourquoi, comment changer de comportement. Ensuite, quand vous l'avez changé, il faut s'assurer que tout est en place pour que le changement de comportement puisse être pérenne, et ça c'est encore toute une autre question. Et puis ensuite, on fait beaucoup de communication aussi. On travaille maintenant beaucoup avec notamment cette journée mondiale de l'hygiène des mains, le 5 mai de chaque année. Pourquoi seulement une fois par année? C'est déjà pas mal de le faire une fois par année. Par contre, on tombe sur les élections, donc on est obligé de reporter. Je veux dire, en Chine, le 5 mai n'est pas un bon choix parce que c'est la journée des garçons. Bon, voilà, j'y peux rien. Mais, vous voyez, donc, on travaille beaucoup avec la communication, on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Et c'est vrai que plus on utilise ces moyens de communication, quels qu'ils soient souvent,
plus finalement on atteint du monde. On sait qu'avec les réseaux sociaux, le 5 mai de cette année, en 2017, on a touché pour moins de 280 millions de personnes, donc c'est quand même énorme. Ça veut dire aussi que d'utiliser ces moyens modernes de communication est extrêmement important. N'empêche qu'il faut continuer à effectivement faire de la science et apporter de l'eau au moulin, que cette eau soit une eau plutôt de type communication ou plutôt de type scientifique. Il reste encore beaucoup de choses à faire au plan purement scientifique avec ces produits. On a parlé on veut aujourd'hui des produits qui agissent vite, qui sèchent vite. Hein, je vous rappelle qu'il y a quelques années, on disait bon, il faut prendre une minute de se laver les mains ou même de se frictionner les mains. Les tests européens étaient basés sur les tests où on se frictionne 2 fois les mains et ça dure 1 minute. 1 minute aujourd'hui, on ne peut plus demander ça. On n'aurait jamais dû le demander, mais on ne peut pas aujourd'hui demander à les soignants de passer 1 minute à se frictionner les mains. Donc il faut des produits qui agissent plus vite. On a pu démontrer qu'avec 15 à 20 secondes, même peut-être 10 à 15 secondes avec les meilleurs produits, on est plus efficace qu'avec des produits qu'on utilise, qu'on applique pendant 45 secondes à 1 minute. Donc ça veut dire que tout ça, c'est des progrès. Après ça, il faut que les mains tiennent le coup. Il faut que ces produits soient non seulement capables de, évidemment, réduire les bactéries, mais donc, le plus possible, mais que les mains soient soignées par le produit et non pas abîmées par le produit. Et les mauvais produits abîment les mains. Donc vous voyez, tout ça, ça continue à faire de la science. Ensuite, il y a tout l'aspect de la réduction des taux d'infection qui sont démontrés. On estime qu'on sauve aujourd'hui entre 5 et 8 millions de vies par année avec cette campagne, mais encore faut-il pouvoir le démontrer partout. Donc de faire des études qui le démontrent au CHU de Caen, ça sera évidemment très très utile pour les gens à Caen et pour le directeur de l'hôpital qui va continuer à investir dans les meilleurs produits de friction hydroalcoolique. Et puis l'aspect coût-bénéfice, coût-efficacité va demeurer quelque chose d'important. Il y a encore plein d'endroits où malheureusement les directeurs d'hôpitaux imposent à des compagnies qui vendent des dispenseurs automatiques de réduire la quantité de produits qui finit sur les mains des soignants. Pourquoi? Pour réduire le coût. Mais c'est sans réfléchir à l'efficacité. Donc vous voyez, tout ça, ça mérite de continuellement démontrer. Et puis dans toutes les théories de changement de comportement, il y a encore beaucoup de travail pour comprendre au fond quels sont les éléments principaux pour faire que le comportement change de manière pérenne, y compris chez les médecins, bien entendu. Ils ne sont pas les seuls à ne pas toujours être les meilleurs, mais ils sont importants. Ils ont un rôle modèle à assurer, ils ont un exemple à faire, donc, à rendre pérenne, donc je pense que tout ça c'est important. Donc, il reste de la science à faire, il reste beaucoup de très bonne science à faire, et puis effectivement il faut explorer les moyens de communication et de facilitation du changement de comportement. Et ça, on n'est pas au bout du chemin du tout. Je vois l'usage de certaines étudiantes, l'usage du chat, et je voulais savoir quelle position vous aviez à faire sortir cette solution alcoolique hors de l'hôpital. Est-ce qu'il y a un intérêt sanitaire? Et qu'est-ce que vous pensez d'un lavage systématique, d'une friction systématique quand on s'assoit en cours pour prendre son crayon? C'est une façon de caractériser un peu les comme excessifs. C'est une excellente question. Alors tout d'abord, sortir de l'hôpital, oui, on est déjà sorti de l'hôpital, puisqu'au fond, c'est partout où un soin a lieu. Donc on a pu démontrer que c'était utile, faisable, évidemment dans tout système de santé, long-term care facilities, enfin les soins à domicile, partout. Donc ça veut dire que partout où des soins sont prodigués, non seulement on peut introduire l'alcool, mais ensuite on a même développé les stratégies des 5 moments appliquées à des campagnes de vaccination, enfin bref, peu importe. Mais partout où les soins ont lieu, on peut aller de l'avant avec la solution hydroalcoolique. C'est ce qu'il faut faire. Ensuite, il y a eu pas simplement d'études, il y a maintenant de plus en plus d'études qui sont publiées. À chaque fois que vous réunissez des gens, kindergarten, dans les crèches, on a pu démontrer l'efficacité
de la friction hydroalcoolique. Alors à certains moments dans la journée, à certains moments clés, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été démontré. Ça a été démontré dans les écoles. Vous vous souvenez que ça a démarré avec H1N1 dans les écoles, mais en fait on a pu démontrer une réduction de l'absentéisme au minimum avec la friction hydroalcoolique en rentrant en classe et en sortant de classe. Donc dans des études ciblées et bien conduites, on a pu démontrer l'efficacité, en particulier en période de rhume, en période de grippe, etc., etc. On a pu démontrer ça à tous les niveaux scolaires, jusqu'à l'université. Et puis évidemment, on a pu démontrer aussi dans des situations très particulières, dans les bidonvilles de Karachi, où là on réduit pas seulement les infections, mais aussi la mortalité à terme. Donc, on a probablement des données suffisantes pour dire que de généraliser, entre guillemets, ces solutions hydroalcooliques, c'est probablement bénéfique. Maintenant, de là à aller tout au bout, c'est-à-dire de dire qu'il faut que vous en utilisiez à la maison, dans votre cuisine, ça c'est une autre question. Et on ne va pas pousser la chose jusque-là. Personnellement, je ne connais pas les 5 moments de l'hygiène des mains à appliquer dans la communauté, bien qu'on peut commencer à les dériver un tout petit peu. Ce que votre maman vous disait ou ce qu'elle me disait à moi, malgré qu'elles sont d'accord, elle m'a quand même éduqué à l'hygiène des mains, donc après être mouché, après être allé aux toilettes avant de manger, enfin, ces choses-là très simples, je pense que oui, on peut les appliquer. Maintenant, est-ce qu'il faut des solutions pour friction hydroalcoolique dans cette situation-là? Je ne crois pas que ce soit nécessaire d'aller jusque-là. Par contre, est-ce que c'est bien d'en avoir à disposition? Oui. Est-ce que ça peut être utile quand on vit en communauté restreinte? Certainement. Là, ensuite, il faut faire des études, je crois, pour pouvoir définitivement imposer, si tant est qu'il faille les imposer, dans ces situations-là. Donc, je réponds que partiellement à votre question, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels ça a été clairement démontré. On a une étude randomisée par cluster qui a été conduite en Colombie, dans différents niveaux scolaires. Je peux vous dire que la différence est tout à fait notoire, et que oui, on diminue l'absentéisme, on diminue même la mortalité dans certains endroits. Très clair. Si on a 2 questions en cours, il y a d'abord Hervé Blanchard. Oui, Hervé Blanchard, je suis médecin obstétricien, spécialiste de transmann. Nous aussi, on change parfois d'appellation. Dans votre film, qui m'a vraiment ému, parce qu'effectivement, dans les pays en voie de développement, en Afrique, j'ai connu aussi des situations où on voit la ferveur et on voit l'engagement, et pas que dans Ebola. Et c'est vrai qu'on aimerait bien avoir la même portée sur nos hôpitaux, nos structures en France. On est entre nous, donc on peut dire des choses. Parfois, on est un petit peu déçu par l'adhésion des collègues. Alors, on a peut-être des camps, mais bon. Et puis, il y a un combat que j'aimerais bien qu'on arrive à mener, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur ne pas serrer les mains. Alors, mon pasteur le faisait, j'ai des microbiologistes, donc j'ai connu des collègues qui me disaient non, on ne serre pas les mains, surtout pas. Et récemment, j'ai vu un papier et j'ai été interviewé par un journaliste sur une publication nord-américaine sur des gens qui n'arrivent pas à obtenir une observance dans leur structure de néonat et qui ont la saugrenue idée de dire puisqu'on n'arrive pas à avoir l'observance parfaite, chez nous, on va dire on va faire une politique de on ne serre plus la main entre collègues, on ne serre plus la main des parents, des enfants, et ça va tout résoudre, ça va avoir moins d'infections. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour que les bords de ces revues internationales, qui sont des revues de bon niveau et qui sont en plus les nôtres, quelque part, arrêtent ou aient une vision plus critique par rapport à la soumission de ce type de démarche qui, à mon avis, est complètement contre nos objectifs, parce que ce qui compte, et c'est clairement ce que vous avez permis de démontrer, et on s'en sert tous les jours, c'est qu'avant de soigner quelqu'un, avant d'avoir un contact, et c'est dans le film, il faut savoir refaire. Et ça ne prend pas grand-chose, ça prend juste 30 secondes, peut-être 15 demain. Alors, je suis totalement contre, évidemment, cette attitude de ne pas se serrer les mains. Je pense que c'est tout faux. Je pense que c'est vraiment... Si on serre la main d'un patient, c'est aussi par signe de respect. C'est la première chose. D'accord ? Et le manque de respect qu'on va finalement introduire en ne serrant pas la main est vraiment, je ne vais pas dire beaucoup plus grave, mais certainement très très grave, même par rapport au risque faible de se transmettre une infection, parce que finalement ce risque il n'est pas de 100%, on le sait bien, d'accord.
Donc je pense qu'au contraire, et alors je m'y oppose tout le temps quand je visite comme ça ou quand on ébauche l'idée, au contraire, je serre la main de tous les patients et évidemment je me frictionne les mains avant de serrer la main de chaque patient. Et je crois que c'est par l'exemple. C'est par l'exemple et puis par les gens qui me disent oui, non, mais vous savez, en réanimation, on a tellement d'indications à l'hygiène des mains que finalement, on dit non, moi j'ai vu des gens se frictionner les mains 100 fois par heure, et puis j'ai vu un réanimateur, le patron de la réanimation à Genève, rentrer dans un cœur à main ouverte pour faire un massage cardiaque et se frictionner les mains avant. Et on a encore le temps, on est capable de le faire. Donc je crois que c'est par l'exemple. Je crois que c'est par l'exemple, en démontrant bien que ces produits sont efficaces et efficaces hyper rapidement, et puis en insistant un peu sur la façon de le faire, parce que mieux on le fait, plus vite on est évidemment efficace, et de rendre justement ces soins possibles, ces soins, je dirais bien sûr, safe, hein, mais surtout respectueux, parce que c'est un signe de respect, avant tout. Et je crois qu'il faut surtout s'inscrire en faux. Alors aux États-Unis, ils sont très en retard encore. Ils n'ont encore pas très bien compris les 5 moments. Jean-Christophe Lucet le dit parfaitement bien. Il dit que lui, ce qui l'a impressionné, c'est qu'on soit capable de, au fond, imposer l'idée, y compris en Amérique du Nord. Et alors oui, on l'a imposé, mais on n'a pas imposé le changement de comportement total. Je peux vous dire que c'est encore de très très loin un des endroits où on devrait faire beaucoup plus d'actions et d'interventions et de montrer l'exemple. Ouvrir le débat sur les tenues des infirmières dans le métro new-yorkais. Oui, on peut, si tu veux, voilà, bien sûr. Donc c'est toute une politique de conduite. Et je crois que la politique de conduite, c'est au contraire de serrer les mains et de montrer que c'est parfaitement possible de le faire et de le faire. On peut tellement parler avec les gens en se frictionnant les mains avant de leur serrer la main, que c'est au contraire une façon de montrer l'exemple que peut faire. Alors je crois que peut-être qu'il y a des tas d'endroits où on devrait au contraire en faire plus pour montrer que c'est possible. Et je crois que c'est important. Les microbiologistes, il faut leur rappeler l'effet de l'alcool, et puis peut-être qu'on leur met, on met leurs propres mains dans la boîte magique et on leur montre qu'au fond ça marche bien, peut-être qu'ils ont oublié, je ne sais rien. Monsieur Bertrand Letarte, oui, Bertrand Letarte, laboratoire Agnos. Je reviens sur les écoles, puisque nous on a fait une étude dans les écoles d'Orléans, effectivement. On a fait une école avec les bonnes pratiques de désinfection et une autre qui vivait sa vie comme d'habitude. Et il y a eu une baisse notable des gastro pendant cette période-là. Et d'autre part, pendant la l'hystérie 2009, au moment du H1N1 où tout le monde voulait des produits et qu'il fallait absolument fournir, il y a eu très peu de gastro. Donc c'est vrai que ça a quand même un effet en dehors de l'hôpital. Mais ma question, c'est pas celle-là, c'est en tant qu'industriel, on a 2 soucis. Le premier, c'est la formation. Donc en France ou dans les pays européens en général, c'est bien organisé. Dès qu'on sort et que dans les pays en voie de développement, c'est très compliqué parce que les bonnes pratiques se perdent très vite. Donc il faut tout le temps y revenir. Donc ça, c'est ma première question. Comment on peut faire pour améliorer? Et la deuxième, c'est la disponibilité des produits. On ne peut pas malheureusement fournir des produits de qualité comme on fournit en Europe, comme fournissent les laboratoires Agnos par exemple, partout dans le monde. Et donc il faudrait qu'on travaille ensemble sur une problématique qui serait de favoriser la disponibilité des produits dans les pays en voie de développement. Alors, merci pour les questions. La première question, c'est pour l'éducation et la pérennité de l'éducation dans le monde entier. Alors, il y a des endroits où ça va beaucoup mieux que d'autres. Par exemple, les Asiatiques sont hyper disciplinés, ils sont même plus impressionnants dans beaucoup d'endroits que certains des soignants à Genève. Donc, je pense qu'il y a des endroits où les gens ont compris, et ont compris pour longtemps. Souvent, la moyenne d'âge est jeune. Alors pour ça, on a toute une série de programmes, et parmi ces programmes, vous avez vu, un petit moment, là, Géraldine était avec moi, elle a visité plusieurs des hôpitaux d'excellence pour l'hygiène des mains, et là, c'est très impressionnant. Vous visitez l'hôpital, alors évidemment, c'est une proportion faible des hôpitaux, mais vous visitez l'hôpital, vous ne trouvez pas une personne qui ne vous récite pas les 5 moments, vous ne trouvez pas une personne qui ne se frictionne pas les mains comme sur les posters de l'OMS. Donc, c'est possible. Mais évidemment, c'est possible que dans certains centres d'excellence,
dont, pour nous, le concept, c'est de prendre ces centres d'excellence puis d'en faire des centres qui rayonnent dans la région, de manière à ce que, finalement, ils soient un modèle. Et parfois, ce sont des hôpitaux qui prennent un rôle extrêmement important. On voit ça en Asie, on voit ça en Roumanie, où le centre d'excellence est devenu un centre qui a emporté la nation avec, etc., etc. Donc je pense que c'est possible. C'est possible. Et puis il y a des endroits aussi où malheureusement ça reste difficile, y compris chez nous, de changer les pratiques. Pour ça, on a commencé des train the trainers, des programmes où on entraîne les gens qui vont entraîner les autres. Et ça marche, je dois dire, assez bien. Alors évidemment, c'est une petite échelle pour l'instant, mais on espère que de plus en plus, ça pourra être propagé. Sur les produits, alors c'est sûr que le rêve, ce serait que les meilleurs produits se retrouvent partout au pied du lit du patient, dans tous les hôpitaux du monde. Il y a beaucoup d'hôpitaux dans le monde. Une des problématiques, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits dans lesquels les hôpitaux ne peuvent pas disons, trouver les ressources pour acheter ces produits. Donc c'est pour ça qu'on a développé la formule OMS, qui au fond est une excellente formule. Et c'est pour ça que, dans un premier temps, on a lancé ce programme de fabrication locale d'alcool. Parce que, comme vous le savez bien, et chez vous en particulier, ça coûte beaucoup plus cher d'apporter de l'alcool sur place. Ce qui coûte cher, c'est pas l'alcool, hein, ce qui coûte cher, c'est de l'amener sur place. Donc c'est pour ça qu'on est parti avec des fabrications locales. Ça se fait à partir de la canne à sucre, à partir de la noix, à partir du riz, à partir de plein de choses, on peut faire de l'alcool. Et en général, quand l'alcool est fait localement, contrôlé par les méthodes qu'on a mis en place, il est de très bonne qualité, il est très bien toléré. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape, ça sera évidemment pour les compagnies comme la vôtre, de produire localement, justement pour éviter ce transfert qui coûte tellement cher, parce que l'alcool, c'est dans des contenants. Et à terme, je pense que les mauvais produits vont disparaître. Vont tous disparaître parce que il y a des endroits où vous avez des compagnies qui vendent des très mauvais produits, ou même des produits qu'on vend plus ici, qu'on trouve là-bas. Mais petit à petit, les gens ne supportent plus parce qu'à partir du moment où vous devez utiliser ces produits de manière régulière, quand c'est des mauvais produits, vous ne les supportez pas et puis vous les changez. Donc je pense que ça va prendre un certain temps, mais je pense qu'on va y arriver. Petit à petit, on y arrivera. Et je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui, au fond, développent leurs propres produits sur place, avec des moyens locaux, et qui créent des jobs locaux. La ministre de la Santé, qu'on a vu avec Géraldine Boyer dans le film du Libéria, elle est extrêmement demandeuse, je trouve qu'elle est médecin aussi, donc elle est extrêmement demandeuse de transformer toutes les fabriques de canne à sucre en fabriques d'alcool, de manière à ce qu'on puisse non seulement fabriquer du sucre, mais fabriquer de l'alcool. En Ouganda, on le fait. On fait de l'alcool pour les moteurs à alcool ainsi que pour les hôpitaux. Alors c'est des modèles pilotes, mais ça marche bien. Il y a encore des moyens à trouver, encore des moyens à mettre en place pour que ça puisse être fait de manière générale. Mais je suis assez positif. Je pense qu'on ne va plus revenir en arrière et qu'on ne va pas cesser d'augmenter la production et la pérennisation. Il y a une question de Sylvie. Juste me permettre d'ajouter quelque chose autour de la communication, parce que finalement c'est revenu dans pas mal des interventions. Je pense effectivement ce qui a fait cette réussite depuis le départ, c'est aussi la manière de communiquer les choses et d'être capable de communiquer avec un aide-soignant et avec un ministre en même temps, en expliquant les choses simplement. Et ce que j'entends aussi dans tout ce que vous dites, c'est qu'il y a besoin d'informer, de communiquer, et vous n'y échapperez pas, je pense, pendant de nombreuses années, de toujours devoir informer et communiquer, et se renouveler et être innovant dans la manière de le faire, parce que c'est ce que j'ai vu un petit peu partout dans le monde. On a beaucoup parlé des pays d'Afrique de l'Ouest où était présent Ebola. L'alcool a été aussi parfois laissé, une fois qu'Ebola est parti, a été laissé de côté en se disant il faut qu'on garde l'alcool si Ebola revient. Donc il y a besoin de communiquer, il y a besoin de toujours ramener les choses et je pense que ce sera aussi... vous n'y échapperez pas pendant toutes les années qui viennent. De se renouveler et d'être innovant. Du film, de communiquer. On a deux dernières questions. Allez, Sylvie, d'abord.
Avant de demander à M. Pité de nous dévoiler le programme du 5 mai 2018, je voudrais vous préciser que dans ma consultation de conseil aux voyageurs, je prescris systématiquement des solutions hydroalcooliques aux voyageurs, en plus bien sûr des conseils hygiéno-diététiques. Super, et pas ceux qui vont à la mer, seulement un à tous. Déjà leur kit, c'est organisé, c'est remarquable. Oui, alors pour le 5 mai, alors bravo, parce que je pense que c'est pour les voyageurs c'est très utile et on le voit dans plein de situations et comme l'a rappelé Bertrand tout à l'heure, c'est vrai qu'on a des évidences qu'en dehors des situations de soins, c'est extrêmement utile. Alors pour le 5 mai prochain, le thème, je l'ai proposé à l'OMS en juin, donc ça a pris 4 mois avant qu'il soit d'accord avec le thème, ce qui n'est pas du tout inhabituel. Et en fait, le thème 2018, ce sera l'hygiène des mains pour prévenir là ou ça dépend comment on en parle, le sepsis en milieu de soins. Et on va élargir finalement à toutes les communautés qui, vous savez que pour ce qui est des campagnes, la sepsis c'est une reconnaissance précoce, c'est une intervention précoce, mais c'est aussi évidemment l'hygiène des mains pour prévenir la sepsis liée à la prise en charge des patients septiques. Et voilà, comme les pays cette année ont signé une résolution à l'OMS, en voulant lancer vraiment des campagnes de sensibilisation par rapport à la problématique de la ou du sepsis, on a pensé qu'il fallait aussi être là en matière de prévention. Et donc ce sera ce thème-là. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, on est en train de travailler sur les slogans, mais là encore, on a beaucoup de travail, c'est pas facile la communication à l'OMS, comme tu sais. Et donc, voilà, c'est l'étape suivante. Mais en tout cas, vous avez déjà le thème. Et très bientôt, je pense fin janvier déjà, les slogans choisis. Gâté par ce scoop en avant-première. Dernière question. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir Amine Siabi, médecin hygiéniste au CHIC. Moi j'avais l'honneur de vous voir venir en 95 à l'hôpital Raymond Poincaré. Vous êtes venu faire une communication sur les solutions hydroalcooliques. C'était les débuts aussi à Gaches. Et en fait, ma question aujourd'hui, enfin, j'ai deux questions. Une question technique, j'ai dans mon hôpital un bloc où on fait les portions d'ovocytes. Donc j'entends toujours ce message, je ne peux pas utiliser les solutions hydroalcooliques parce que c'est toxique pour les ovules, etc. Est-ce que c'est la première question? La deuxième question, une fois que vous avez allumé la flamme et l'envie de faire les choses, vous voyez qu'à travers le monde, on a toujours des problèmes de pérenniser l'observance. Donc il y a des solutions techniques qui font qu'on peut suivre à l'entrée et à la sortie de la chambre par des moyens électroniques quand il rentre, quand il sort, mais ça retombe. Quelle est la potion un petit peu magique qui fait que, lorsque vous avez le regard ailleurs, les autres continuent à le faire? Toujours. Alors, pour la première question, la réponse est évidemment non, il n'y a pas de toxicité. D'autant plus que ce qui est très simple à expliquer, c'est qu'une fois que l'alcool a agi sur les mains et qu'il s'est évaporé, c'est-à-dire que les mains sont sèches, il n'y a même plus d'alcool. D'accord ? Donc le problème est complètement réglé. Les mains sont propres et l'alcool n'est plus là. Donc ça c'est facile, il n'y a pas de toxicité. Et chez nous, par exemple, c'est largement utilisé. À Genève, pour vous dire, quand vous observez des soignants, c'est 99,9% des situations où les gens utilisent de l'alcool, on dit ça bon, c'est fini. Après ça, pour la seconde question, je ne crois pas qu'il y ait de formulation magique par rapport à la pérennisation. Et je pense que l'entraînement continu, le modèle, le fait d'avoir des gens qui y croient et qui se renouvellent. Alors vous avez vu que dans les campagnes, on essaye d'apporter du nouveau à chaque fois, d'apporter un peu de l'originalité. C'est vrai que la promotion de l'hygiène des mains, c'est pas sexy en soi du tout. Et donc on essaye quand même de maintenir cette pérennisation en arrivant avec des choses un peu nouvelles. Et je crois que c'est ça. Et il faut beaucoup tabler sur les bons modèles, les gens qui sont des... L'idéal, c'est d'avoir un chef du département de chirurgie qui croit à l'hygiène des mains et qui le réclame. Et ça aide énormément. Et puis, c'est vrai aussi que quand vous avez des infirmières qui sont des modèles, que les gens apprécient, et qu'on apprécie de leur donner un certain pouvoir, l'empowerment. Dernièrement, on était en Iran, on a fait un entraînement des trainers, des infirmières, des médecins iraniens. Je peux vous dire qu'on a fait de l'empowerment
des infirmières, mais là-bas c'est aussi l'empowerment de la femme, parce que la condition de la femme en Iran est quand même pas la même que la condition de la femme en France. Et donc c'était une double action et probablement avec un double bénéfice. Et donc voilà, à chaque fois adapter un tout petit peu à la situation de manière à pouvoir aller de l'avant. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup. Alors, monsieur, la dernière question sera pour vous. Je suis représentant des usagers dans des hôpitaux. Donc, je voulais vous poser une question. Vous avez parlé d'asepsie au sens large. Vous allez voir ma question. Moi, j'étudie des plaintes et je vois qu'il y a toujours du nosocomial. Il est vrai que les statistiques nous montrent que depuis 10 ans, on a baissé de moitié en France. Mais il en reste. Et je sais qu'il y a des... Et mon confrère de derrière me montre qu'il n'ira pas. Il y a encore des efforts à faire dans les hôpitaux. Mais je ne suis pas certain que tout passe par l'hygiène des mains. Donc ma question, c'est pas une chiboiserie que je vais vous poser. Il y a, dans certains pays, il y a des grandes modes qui sont le masque. Est-ce que le véhicule de certains microbes, virus et autres, ce n'est pas par la bouche et le nez? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire baisser au sens large les infections nosocomiales dans tous les lieux, même pas que les hôpitaux, à travers les masques? Alors, votre position, vu que vous êtes jeune, vous voulez vous lancer maintenant sur les hôpitaux. Alors, je dirais que les mains, ça reste quand même le véhicule primordial et essentiel de la transmission croisée, c'est évident et c'est certain. Donc, les mains, c'est sûr. Maintenant, ce n'est pas du tout le seul élément qu'il faut contrôler par rapport à la prévention du risque infectieux, c'est évident. Il y a des situations où, effectivement, il faut porter un masque. Souvent, c'est pour se protéger soi-même, d'ailleurs, beaucoup plus souvent que pour protéger son malade. Et donc, oui, il y a des situations et des indications dans lesquelles il faut respecter le port du masque. Par exemple, c'est moins facile de répondre pour ce qui est du port de la charlotte, qui garde certaines indications encore discutables, enfin, etc., etc. Puis il y a d'autres choses aussi beaucoup plus importantes, la détection probablement du portage asymptomatique, des bactéries multirésistantes, etc., etc., etc. Je ne pense pas que le port systématique du masque est une valeur quelconque. D'ailleurs, il y a des hôpitaux dans le monde où ça se fait. Vous avez vu beaucoup d'hôpitaux au Vietnam où c'est quasi systématique, au Japon quasi systématique pendant toute la période de grippe qui dure très longtemps là-bas, et on ne montre pas un avantage décisif. Ça veut dire que le port à bon escient du masque, oui, le port systématique du masque, non. Merci monsieur pour cette dernière question qui revenait aux usagers. Donc, il nous reste à remercier chaleureusement Géraldine André et Didier Fité pour avoir partagé leur passion et leur talent. Je crois qu'on peut les applaudir.